RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour ce matin avec 3 débatteurs. Jérôme Cordelier, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Le Point, chargé de la spiritualité. Vous publiez notamment Après la nuit, c'est chez Calman Lévy. Frédéric Pons, bonjour. Bonjour. Grand reporter spécialiste des questions militaires. L'Arménie va-t-elle disparaître? C'est chez Artege. Ilyes Zouari, bonjour. Bonjour. Président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Essayiste, également expert en géopolitique et en démographie. Tous les 3 avec vous, on va ce matin évidemment à revenir sur l'élection américaine, Louis Dauphren. Et oui, bien sûr, le monde est toujours sidéré, puisque Donald Trump a été très très largement réélu. Et donc ça appelle beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en cause aussi peut-être, y compris sans doute aussi par les médias qui avaient projeté une victoire de Kamala Harris, ou peut-être désiré pour beaucoup d'entre eux une victoire de Kamala Harris. Aujourd'hui, il semble que ce soit, enfin c'est pas il semble, c'est la réalité est ce qu'elle est, il faut l'accueillir telle qu'elle, et on va en voir toutes les implications avec nos 3 invités. Et en un mot, dites-nous par mail direct@rcf.fr quel sentiment est le vôtre ce matin après cette réélection de Donald Trump. Direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. C'est donc, semble-t-il, l'Amérique déclassée qui a porté au pouvoir Donald Trump, mais peut-être pas seulement, parce que quand même, les écarts de voix, les écarts entre les grands électeurs sont quand même très importants et on ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée. Le vote des femmes n'aura pas suffi pour Kamala Harris. Le vote non plus des stars, des célébrités qui s'étaient engagées à ses côtés. Et donc tout cela est analysé, dépioté, si je puis dire, par les médias qui essaient de comprendre ce phénomène. Un phénomène que l'on rattache à une vague aussi mondiale, y compris européenne. Comment l'Europe doit se positionner par rapport à cette nouvelle donne, c'est ce dont nous avons beaucoup parlé ce matin, notamment avec Arnaud Montebourg et d'autres invités. Et on va voir avec Frédéric Pons, Ilyes Zouari et Jérôme Cordelier ce qu'il en est, sachant que nous devrions être rejoints aussi dans quelques instants par Jean-Claude Beaujour, qui préside le Forum transatlantique et qui est à Washington. Il est aussi vice-président de France-Amérique. Frédéric Pons, d'un point de vue géopolitique, aujourd'hui, on raisonne différemment d'hier. Oui, parce que cette élection a été précédée par un certain nombre de déclarations de Donald Trump, alors des déclarations de campagne, mais qui s'inscrivent quand même dans une continuité assez exceptionnelle sur le plan des idées. Depuis 2016, on sait ce que pense Donald Trump, on sait quel est son fil rouge, et notamment sur le plan international, on peut dire qu'il n'a pas de doctrine, mais un fil rouge. Ce fil rouge, c'est America First, qui se décline en 2 mots, c'est protectionnisme et isolationnisme. Et à partir de là, on peut estimer que la relation des États-Unis avec le reste du monde, notamment avec l'Europe, va évoluer. Il y a des constantes, on les connaît, c'est le bras de fer avec la Chine, commercial, militaire et politique. Ça va continuer dans la ligne de Joe Biden d'ailleurs. Le soutien indéfectible à Israël. Je pense que Donald Trump ne tordra pas le bras de Netanyahou pour faire arrêter cette guerre, ou les guerres à Gaza et au Liban. Donc pas d'évolution notable sur ce point. Sur ce plan-là, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. En revanche... Est-ce l'avis d'Ilyes Zouari? On va tout de suite te poser la question. Non, mais attendez, je termine. Oui. En revanche, pour l'Europe, là, beaucoup de choses vont changer. On commence par ce conflit à Gaza, Ilyes Zouari. Effectivement, monsieur Donald Trump est un soutien indéfectible à Israël. C'est un soutien que l'on pourrait presque qualifier d'aveugle, même si en réalité, je pense qu'il est capable, contrairement à bien d'autres présidents américains avant lui, de tordre le bras, s'il le faut, à Israël, s'il estime en tout cas que la politique israélienne commence à nuire véritablement aux intérêts américains, ce qui d'ailleurs commence à être le cas dans la région. Dans quelle mesure ? Il y a un phénomène de rejet de plus en plus important des États-Unis dans la région qui va faire qu'augmenter. Et on sait également que plus la guerre en Israël, donc menée par Israël contre le Liban, contre Gaza, durera, plus cela sera de nature à augmenter l'influence de l'Iran dans la région, ainsi que des mouvements politiques d'opposition islamistes. On a vu d'ailleurs le succès des islamistes récemment en Jordanie. Donc donc ça risque de nuire à terme aux intérêts américains. Je pense que là, Donald Trump aura le courage, contrairement à ses prédécesseurs, de tordre le bras, de taper du poing sur la table pour pousser Israël à mettre un terme à cette politique guerrière. Et puis d'ailleurs, n'oublions pas que Donald Trump lui-même, même si c'est un adepte des déclarations incendiaires, violentes, brutales en politique étrangère, même à l'ONU, ce n'est pas en réalité quelqu'un de véritablement va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui en réalité n'aime pas trop les guerres.
Et c'est, je dirais, au risque de surprendre certains, que c'est plus un faiseur de paix qu'un initiateur de guerre. Voilà. Et donc on peut attendre quelque chose qui bouge sur ce terrain-là. Je pense que c'est possible. C'est un pragmatique aussi. Un pragmatique, exactement. Très pragmatique. Alors voilà. Il peut effectivement, tout à fait, notamment comme en Europe. le dit Ilyes, Voilà. essayer de calmer Netanyahou. Moi, je n'y crois pas. Il va laisser cette guerre aller jusqu'au bout, cette guerre israélienne, en sachant qu'Israël approche de ses buts de guerre, la destruction du Hamas et l'affaiblissement significatif du Hezbollah, dans un contexte où l'Iran est affaibli. L'Iran est en train de perdre une de ses marionnettes essentielles au Proche-Orient, c'est-à-dire le Hezbollah, qui intervenait aussi bien en Syrie qu'au Liban. Et donc, Trump n'est pas mécontent finalement des résultats obtenus par Netanyahou. Les chrétiens, la droite chrétienne américaine qui a soutenu Donald Trump a-t-elle des exigences en matière de protection des chrétiens d'Orient? Pas vraiment. Leurs exigences portent plutôt sur Israël, sur la protection des Juifs. Les chrétiens d'Orient, du Liban, d'Irak et d'ailleurs, ne sont pas une priorité pour les évangélistes américains. C'est le moins que l'on puisse dire. Il y a une véritable déconnexion entre les deux. D'ailleurs, ça nous renvoie donc en parle pour revenir aux évangélistes américains qui sont assez nombreux, qui seraient aujourd'hui à peu près un quart de la population américaine. Même si certaines études disent qu'ils seraient plutôt peut-être 2-3 fois moins nombreux que ce qu'on pense, mais en tout cas, toujours est-il que ce sont plusieurs dizaines de millions de personnes. Et parmi ces dizaines de millions de personnes, vous avez plusieurs millions, peut-être une vingtaine ou une quinzaine, qui sont ce qu'on appelle les sionistes chrétiens. Aujourd'hui, qui sont un phénomène un peu particulier. Qui consiste en fait à un soutien aveugle à Israël. En gros, il y a une manière, je dirais une vision assez binaire des choses au niveau international. En gros, il y a le bien, le mal, nous sommes les gentils, les autres sont les méchants. Il n'y a pas de véritable travail de réflexion et d'analyse avant de prendre position, notamment sur la question israélienne. Il y a une sorte de paresse intellectuelle d'ailleurs en la matière, et je dirais même un éloignement du message du Christ par rapport au message du Christ. D'ailleurs, quand on observe l'attitude, les réactions de ce qu'on appelle donc les évangélistes, en particulier des sionistes américains des sionistes chrétiens aux États-Unis, on est assez surpris par le manque de compassion par rapport au drame humain qui se déroule aujourd'hui en Israël. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même un certain éloignement par rapport au message évangélique du Christ. Un petit complément. Et par rapport, juste pour terminer, et par rapport aux chrétiens d'Orient, ça nous renvoie notamment à la déclaration qui avait été faite en 2006 par les représentants des églises chrétiennes d'Orient, de Jérusalem notamment, qui avaient fait une déclaration commune dans laquelle ils condamnaient l'attitude des sionistes chrétiens, qu'ils considéraient comme une fausse doctrine, pour ne pas dire une hérésie peut-être. Voilà, et car effectivement, il y a une déconnexion totale entre les deux aujourd'hui, tout à fait. Oui, un petit complément Frédéric sur Pense, ce que vient de dire Ilyes, qui intéressera, je pense, les auditeurs. C'est ce qui concerne l'Arménie. Je travaille beaucoup sur l'Arménie là depuis plusieurs mois, et je suis frappé de voir que les chrétiens américains, les évangélistes américains, ou même les catholiques américains sont très peu intéressés par la question arménienne, ce petit pays qui est menacé par l'Azerbaïdjan. Il y a là-bas, c'est vrai, peut-être 3 millions de chrétiens, ça n'est pas énorme, mais ils sont un peu livrés à eux-mêmes, et les Américains ne s'en occupent pas. et donc c'est quand même un paradoxe que ces milieux-là ne parviennent pas à se parler, ni même à entrer peut-être même simplement en dialogue, en connexion pour se faire connaître l'un l'autre. On a deux milieux qui sont, semble-t-il, très étanches, alors qu'ils partagent tous les deux une foi au christianisme. Tout à fait. Puis d'ailleurs, depuis que les États-Unis ou les pays anglo-saxons globalement ont commencé à s'intéresser à cette région du Moyen-Orient, ça n'a eu qu'un impact très négatif sur les chrétiens d'Orient. Comme je l'avais rappelé lors d'une ancienne émission auparavant, c'est un exemple parmi d'autres. Donc 12 siècles de domination chrétienne musulmane de la région, sans tenir compte de la période des croisades, n'avaient jamais remis en cause le statut chrétien de la ville de Bethléem. Il aura suffi de quelques décennies de politique d'agression israélienne portée à bout de bras par les anglo-saxons, en particulier les États-Unis, pour que Bethléem ne soit plus une ville chrétienne. Et effectivement, il y a une déconnexion très importante entre les deux aujourd'hui. C'est une chose qui est régulièrement reprochée par les chrétiens d'Orient, qui parfois d'ailleurs considèrent que les chrétiens d'Occident, en particulier aux États-Unis, sont véritables chrétiens. Et ça se voit aussi dans le silence aujourd'hui qui existe parmi les chrétiens d'Occident et surtout parmi les chrétiens américains sur les persécutions de plus en plus importantes qui sont faites contre les chrétiens d'Israël, qui atteignent aujourd'hui des niveaux records. Et puis d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que, vous savez, est-ce vraiment étonnant pour les chrétiens évangéliques
pour une certaine partie donc, des chrétiens des États-Unis, leur pays, c'est un peu la Nouvelle-Jérusalem, quelque part. Voilà. Donc pour eux, l'Orient, c'est l'ancien monde. C'est un archaïsme. Voilà. Mais hélas. Voilà. Jérôme Cordelier, puis on va à Washington juste après retrouver Jean-Claude Beaujour. Non, juste sur les leçons, moi je pense que bon, c'est un séisme géopolitique, hein, il y aura des conséquences assez importantes sur la marche du monde, mais il ne faut pas négliger évidemment la réelle politique. Hein. D'ailleurs, on l'a vu déjà dans le premier discours qu'a fait Trump, hein, déjà, qui est un discours un peu émoussé par rapport au personnage qu'il est. Le facteur religieux a été très important, hein, il faudra le décortiquer de manière précise parce qu'on voit que Donald Trump prend dans tous les groupes confessionnels. Ce qui est intéressant aussi, surtout sur une radio comme Radio Notre-Dame et RCF, de radio chrétienne, c'est de voir comment cet homme qui est vraiment aux antipodes, quand même, on peut dire, du comportement chrétien dans sa vie personnelle, hein, c'est-à-dire plusieurs fois divorcé, une vie dissolue, pris dans les scandales financiers, dans les scandales sexuels, a réussi cette captation spirituelle, on peut dire, sur les chrétiens identitaires. Donc ça interroge les États-Unis, mais ça interroge plus globalement le monde aussi. Et ensuite, je pense qu'il y a une chose à aussi aborder, qu'on a commencé à aborder un peu dans le détail microscopique, mais c'est donc ce facteur religieux, mais aussi le facteur personnel. Et donc, c'est très important chez Trump, le facteur personnel. D'ailleurs, on l'a vu, ce corps, il a joué beaucoup sur son corps, hein, pendant cette campagne. Il en a parlé, c'est un mot qu'il a utilisé dans son discours, hein, le mot corps, alors que normalement il fait des discours qui sont susceptibles d'être accessibles à la fois à la ménagère et à l'enfant. Enfin, tout le monde essaie de brasser large. Et par exemple, d'un point de vue international, ce qui va jouer beaucoup, on a parlé du Moyen-Orient, mais c'est aussi sur l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est un homme qui méprise Vladimir Zelensky, pardon, je me suis trompé. Volodymyr, voilà. Et donc, ça va jouer évidemment sur la guerre en Ukraine. Hein. Est-ce qu'il va le faire le marchepied pour Poutine dans cette partie du monde? Et ensuite, et j'en terminerai là, on voit bien un resserrement du monde vers une dimension autocrate. Donc ça aussi, ça va peser la dimension personnelle et la dimension autocratique de tous ces leaders qui sont dans une vision du monde qui est plus rétrécie, évidemment, qu'une vision plus planétaire, qui est un peu en opposition par rapport à une globalisation assez large du monde et des pensées. On prend la mesure. Ilyes Zouari. Très rapidement sur ce que disait M. Ponce, effectivement, je pense comme M. Ponce que Donald Trump laissera Israël encore terminer sa politique, essayer de atteindre ses objectifs, mais par contre, je pense qu'il fixera une limite temporelle. Voilà, ce qui n'a pas été le cas jusqu'au présent. Et voilà. On parlera de l'Ukraine dans un instant. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Bonjour. Il est 3h du matin à Washington. Je vous remercie d'être avec nous ce matin parce que c'est sympathique de nous faire l'amitié de votre présence. Vous êtes avocat d'affaires, président du Forum transatlantique, vice-président de France-Amérique. Est-ce qu'on peut avoir votre appréciation sur la manière dont c'est vécu chez vous? À Washington, Kamala Harris a fait quasiment le plein des voix. 96%. Trump est tout à fait résiduel. Oui, mais la circonscription de Washington DC est une petite circonscription. Il y a très peu d'électeurs. Ce qui est plutôt important ici, c'est qu'il y a un vote massif en faveur de Donald Trump. Celui-ci emporte bien évidemment la présidence, un nombre de grands électeurs qui est qui est ce qu'il est, plus de 290 grands électeurs. Et puis surtout, le Congrès sera républicain. La Cour suprême l'est déjà majoritairement, pour employer ce mot qui est bien réducteur, parce qu'il y a quasiment 6 juges qui lui sont plutôt favorables sur les 9 que comprennent la Cour suprême. Donc effectivement, il a l'ensemble des éléments en main. Ce qui peut surprendre malgré tout, c'est qu'en dépit de tout ce qui a été dit, en dépit des déclarations, etc., il y a un vote, et je respecte le suffrage universel, il y a un vote massif
qu'il faut interpréter. Il faut s'interroger sur le message qu'a voulu envoyer l'ensemble de la population américaine. Parce que hier, non seulement c'est le peuple américain qui a voté, mais on s'est beaucoup interrogé avec d'autres Européens en fin de journée, hier après-midi, qui consiste à se demander quel impact cela peut avoir, y compris sur l'évolution de nos propres démocraties. Est-ce que en Europe, par exemple, dans les prochains scrutins qui sont à venir, est-ce que les Européens vont aller dans ce sens où effectivement il y a une coloration très, très forte. Et cet après-midi, lorsque Madame Harris s'est exprimée, elle a été obligée non seulement de reconnaître sa défaite, mais aussi d'exprimer, de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Elle a beaucoup parlé de la défense de la démocratie, elle a beaucoup parlé d'un certain nombre de valeurs, et pourtant, le peuple américain, dans sa majorité cette fois, lui a tourné le dos, n'a pas adhéré aux propositions qu'elle faisait, et donc ça interpelle. La dernière fois, Donald Trump avait gagné en nombre de grands électeurs, mais il avait perdu le suffrage populaire, il n'était pas majoritaire en termes de voix dans l'ensemble du pays. Cette fois, sa victoire est très nette. Comment expliquez-vous, Jean-Claude Beaujour, qu'avec le Capitole, qu'avec un discours masculiniste, avec les excès de Donald Trump, avec tout ce qu'il a pu représenter, tout ce que les médias ont pu dire de lui, comment expliquez-vous aussi que, comme Kamala Harris se présentait comme la candidate des institutions, de la modernité, du progrès, tout un discours sur les valeurs, que ça n'ait pas du tout fonctionné du côté démocrate et que c'est fonctionné du côté de Trump de manière absolument stupéfiante? Alors, moi je pense qu'il y a plusieurs explications qui sont possibles. La première, c'est que dans un système bipartisan, vous avez le choix entre A et B. Et là, pour le coup, Mme Harris a d'abord perdu l'élection parce que probablement, et là encore il est peut-être un petit peu trop tôt, mais on le verra quand on va analyser en profondeur l'ensemble des résultats, Mme Harris a perdu probablement, tout d'abord techniquement parce qu'elle n'a eu que 3 mois de campagne, ce qui est finalement assez court pour faire une campagne de cette nature. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où elle se présente à la mi-juillet, 30% des Américains ne savent pas qui elle est. Le vice-président n'a pas une marge de manœuvre extrêmement importante, il est souvent réduit au silence. Souvenez-vous d'ailleurs que la relation président-vice-président est toujours une relation un peu compliquée. Juste pour mémoire, lorsque Kennedy était président, il tenait absolument à ce que son vice-président Lyndon Johnson se taise. Il était en conflit, il ne souhaitait pas que son vice-président s'exprime. Donc c'est la première difficulté de Mme Harris, qui de surcroît était la sortante d'un candidat qui ne se représentait pas. Il lui était difficile, donc il faut lui reconnaître, après on verra les autres aspects, mais il est difficile d'être le sortant d'un candidat, donc d'avoir une politique ou de proposer quelque chose de fondamentalement novateur, alors que indirectement, elle était aussi comptable de la politique de Joe Biden. Et donc c'était sa difficulté, faire la différence par rapport à une politique qu'elle avait soutenue. Jean-Claude Beaujour, je suis obligé de vous arrêter pour les infos. On va laisser passer les infos dans quelques instants. Vous restez bien avec nous. On va vous retrouver juste après. On vous retrouvera aussi autour de questions géopolitiques liées à l'Ukraine. Je vous propose que notre débat continue avec Ilyes Zouari, Frédéric Ponce et Jérôme Cordelier après les infos, Pierrick Dubois. Et oui, on retrouve Cécile Mérieux. Continuez à réagir par mail, direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. On lira vos réactions tout de suite après la page information. Mains ouvertes, un appel de la Fondation Notre-Dame. Bonjour, je suis Jacqueline, chargée du suivi des projets à la Fondation Notre-Dame. Une demande nous parvient ce mois-ci pour venir en aide à Sophie. Sophie, mère de 3 enfants, a vu sa vie bouleversée en juin dernier lorsqu'elle a dû fuir une séparation violente. Se retrouvant à la rue avec ses enfants, elle a trouvé refuge grâce à une ordonnance de protection provisoire lui permettant de rester dans l'appartement familial jusqu'en décembre 2024. Cependant, elle doit assumer toute seule les charges du foyer, une situation devenue insoutenable. Sophie est actuellement accompagnée par une association de soutien aux femmes victimes de violences conjugales. Elle espère obtenir un logement social avec un loyer plus abordable, mais en attendant, elle doit faire face à un loyer de 1 642 €, des frais d'avocat et une dette locative qui atteint aujourd'hui 3 813 €. Malgré ses prestations et la pension alimentaire que lui reverse son ancien compagnon, elle ne parvient pas à joindre les deux bouts.
Avec 2 000 €, nous pouvons aider Sophie à épurer sa dette et lui permettre de repartir sur de meilleures bases, offrant ainsi à elle et à ses enfants la stabilité qu'ils méritent après tant d'épreuves. Vous pouvez faire votre don en toute sécurité sur le site fondationnotre-dame.fr ou bien par chèque. Fondation Notre-Dame, mains ouvertes, 10 rue du Cloître, 75 004 Paris. Merci. Il est 9h30, on retrouve Cécile Mérieux pour les informations. Près d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Budapest pour un sommet de la communauté politique européenne. L'enthousiasme est variable face à la victoire du républicain à la Maison-Blanche, mais ils tenteront de faire front commun. 2024 sera sans doute l'année la plus chaude jamais enregistrée. Pour la première fois, la température moyenne de la planète s'élèvera d'1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Ce franchissement pourrait rehausser les ambitions de la prochaine conférence sur le changement climatique, la COP29. Elle s'ouvre le 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. La commission des finances du Sénat est en pleine audition ce matin. Elle cherche à comprendre comment en est-on arrivé à un tel dérapage budgétaire. L'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire est actuellement entendu, puis ce sera l'ex-ministre des comptes publics Thomas Cazeneuve et demain ce sera au tour de Gabriel Attal. Journée morte pour la filière cheval, pas de course de chevaux ni de paris hippiques sur l'ensemble du territoire français. La filière cheval proteste contre le projet du gouvernement de surtaxer les paris hippiques pour finir le budget de la sécurité sociale. La filière craint un coup de massue et appelle à la grève. 30 hôpitaux français ont fait l'objet d'une cyberattaque par rançongiciel, excusez-moi. C'est ce que révèle l'ANSSI, le gardien de la sécurité informatique française. Les attaques perturbent l'organisation et volent des données. Cependant, l'agence souligne que les hôpitaux parviennent à réagir plus rapidement et mieux. L'Église protestante unie de France adhère à la commission reconnaissance et réparation. Cette adhésion est une nouvelle étape dans l'accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles. L'EPUDF s'engage ainsi pour la restauration des personnes victimes dont la parole a été trop longtemps étouffée. Elle s'engage également à reconnaître sa responsabilité et à entrer dans un processus de réparation. Merci beaucoup Cécile Mérieux. On vous retrouve à 10h avec Melchior Gormand pour un nouveau point sur l'information. 9h30, 9h32 très précisément. Le débat du jour se poursuit. Nous sommes toujours avec Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au Point, Frédéric Ponce, grand reporter spécialiste des questions militaires, Ilyes Zouari, président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Et pour la cohérence de notre débat, je propose qu'on renoue justement avec l'explication qu'apportait Jean-Claude Beaujour en direct avec nous de Washington, avocat d'affaires, président du Forum transatlantique, sur l'explication de la défaite de Kamala Harris, qui n'a pas eu le temps donc de s'installer dans le paysage politique américain. Et puis on verra d'autres dossiers qui nous touchent particulièrement, nous autres Européens, du point de vue de la défense et de la situation en Ukraine. Jean-Claude Beaujour, est-ce qu'il y a une autre explication au revers spectaculaire, au revers peut-être historique de Kamala Harris? Oui, parce que on s'aperçoit que finalement les deux partis, mais là pour le coup c'est le Parti démocrate qui est concerné pour la défaite de Mme Harris, c'est que dans son programme, elle n'a probablement pas suffisamment mis en avant ce qui était la préoccupation des Américains au quotidien. Vous savez, ici, ce qui intéresse la population, c'est la question économique avant tout, le pouvoir d'achat. L'inflation a beaucoup ratiboisé la capacité financière du plus grand nombre, la question du logement avec des prix qui ont explosé. Je donne souvent ce chiffre qui permet d'avoir une idée précise de ce que l'on parle. À San Francisco, par exemple, 60 mètres carrés, c'est à la location et de $4 000 par mois, ce qui veut dire que beaucoup de gens qui travaillent qu'un emploi normal peuvent se retrouver sans domicile fixe. Ça, ce sont de vraies préoccupations, la politique de santé, donc autant d'éléments dont le Parti démocrate n'est pas le seul comptable, puisque on est sur 30 ans de politique publique avec des échecs partagés aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, mais là pour le coup elle était la sortante, entre guillemets, la sortante démocrate, et donc elle a été considérée comme comptable de cela. Pourquoi est-ce que beaucoup d'Américains ont voté aussi pour Donald Trump?
essentiellement parce que lui, tout d'abord, les Américains avaient le sentiment que Donald Trump était plus en capacité de leur apporter un résultat sur le plan économique et social, les deux étant liés. Et là où c'est important, une perte d'emploi, par exemple, ici, c'est fondamental pour un électeur, parce qu'il y a tout le reste qui en décline, la capacité à se loger, etc. Donc c'est vrai que ça a été le principal élément. Et donc vous avez dit juste avant de me donner la parole qu'en dépit des déclarations de Donald Trump, ben oui, les électeurs ont voté pour lui, y compris d'ailleurs les minorités qui ont été bien bousculées par lui, sauf que vous prenez aussi bien les minorités afro-américaines que la minorité latino, à qui Donald Trump disait, mais attendez, si moi je lutte contre l'immigration clandestine, c'est pour pouvoir sauver vos emplois, parce que c'est vous qui êtes les premiers menacés par l'arrivée de voilà, ce discours a porté en fait. Et c'est ce discours a porté, alors qu'on soit d'accord ou pas, là je fais, c'est vraiment la radio, après est-ce que c'est juste, pas juste, c'est un autre débat, mais en tout cas ce discours a porté. Derrière les thèmes utilisés par, enfin les thèmes de Madame Harris portaient moins. Je disais tout à l'heure que l'avortement, bien sûr, il faut défendre le droit à l'avortement ici, mais pour autant ça n'est pas ce qui vous préoccupe au quotidien. Et il y a même des féministes qui disent, ben oui, l'avortement c'est pas quelque chose de glamour entre guillemets, dans une élection ça compte, alors que dire ben grâce à moi, et c'est le profil, c'est l'image que beaucoup d'Américains ont de Donald Trump, c'est un homme d'affaires qui a réussi, qui est riche, donc il va pouvoir nous permettre d'accéder à ce fameux rêve américain, la capacité à devenir quelqu'un de fortuné, en tout cas de vivre très aisément. Alors un peu, ils sont... Jean-Claude Beaujour, on va mettre en débat, si vous le voulez bien, parce qu'on est plusieurs justement, et vous participez à cette discussion. C'est tout à fait intéressant que le discours justement à l'adresse des femmes, la question de l'avortement qu'elle avait beaucoup porté en un temps d'art, Kamala Harris, finalement ça n'a pas payé dans les urnes, et puis des préoccupations finalement très concrètes et pas tellement géopolitiques. Frédéric Ponce, Ilyes Zouari, comment réagir à ce tableau dépeint par Jean-Claude Beaujour? Je crois que ce qui vient d'être dit par Jean-Claude Beaujour est très juste, mais ça ne suffit pas, c'est un peu court. Et je pense que c'est levé du peuple américain une vague qui ressemble peut-être à ce que nous connaissons aujourd'hui en Europe. C'est une vague identitaire très forte, un désir de retour au bon sens, un désir de défense de l'identité américaine, qu'elle soit blanche, noire, latino, indienne, etc. C'est en finir avec les aberrations que promeut une certaine élite américaine, mais aussi en Europe. C'est le wokisme. C'est quand on voit les micro-trottoirs, les reportages qui ont été faits au sein de la population américaine, même chez les partisans de Kamala Harris, dans le peuple, il y avait beaucoup de gens qui s'interrogeaient, mais où on va? Qu'est-ce qui se passe dans nos universités? On ne maîtrise plus notre immigration. À quoi ça sert tout ça? On est envahi. C'est un discours qui n'a pas trouvé de pertinence. Oui, et on est en train de perdre notre identité. Et pour défendre cette identité, eh bien, le peuple américain s'est porté vers celui qui incarne le mieux la défense du pays avec son énergie. Il a 78 ans, mais c'est lui qui a incarné l'énergie dans cette affaire-là. La décision, le pragmatisme et refaire de l'Amérique un grand pays qui défend ses frontières, qui protège ses citoyens. C'est simplement ça qu'ont voulu les Américains. Alors, rapidement, juste, je donne la parole à Ilyes Zouari. Jean-Claude Beaujour, si vous pouvez... Effectivement, il y a chez de plus en plus d'Américains une crainte. Ilyes Zouari, Jérôme Cordelier, allez-y, Ilyes. Une crainte, effectivement, par rapport à l'évolution de leur pays, notamment d'un point de vue identitaire, culturel. D'ailleurs, on ne connaît pas la véritable importance du phénomène migratoire que connaissent les Américains depuis 3 ans aujourd'hui. Ce que subissent les Américains chaque année en termes d'immigration, c'est ce que nous avons subi en 2015-2016 avec l'arrivée d'à peu près 1 million de personnes du Moyen-Orient ou d'Afghanistan. Et c'est chaque année aux États-Unis. Voilà. Nous, ça a duré 1 an à peu près, ça s'est arrêté ensuite ou presque. Aux États-Unis, c'est chaque année depuis 2022. En proportion. Donc c'est en proportion, même un petit peu plus d'ailleurs, puisqu'ils sont à peu près à 2 millions d'interceptions, donc un peu moins de personnes, puisque parfois des personnes qui sont interceptées 2 ou 3 fois, mais c'est à peu près pareil, voire plus, et chaque année. Et ça a des conséquences qui sont dramatiques, notamment dans des villes gérées par les démocrates, vers lesquelles d'ailleurs les élus républicains du Sud se sont fait un plaisir d'envoyer des bus chargés de ces migrants pour justement les mettre face à leurs contradictions. Et puis d'ailleurs, il y a aussi une inquiétude donc sur l'impact culturel, démographique que cela a, notamment avec la baisse assez importante et rapide du poids
de la majorité blanche des États-Unis. Il faut savoir que la majorité blanche, là je ne parle pas de la catégorie des WASP, hein, je parle des blancs en général, y compris d'ailleurs ceux parmi les latino-américains qui sont considérés comme blancs, c'est à peu près, peut-être à peu près 15% d'entre eux, 15 ou 20% d'entre eux. Et le poids de la partie blanche des États-Unis est passé de 71,5% à peu près en 2020 à seulement 61,5% de 71,5% en 2000 à 61,5% en 2020. Donc moins 10 points en 20 ans. Moins 10 points de pourcentage en 20 ans, ce qui est colossal, effectivement. Et là, il y a une vraie inquiétude. Et puis d'ailleurs, au niveau de la jeunesse, des personnes mineures, vous avez aujourd'hui à peu près la moitié qui ne sont pas blancs, voire plus. Donc effectivement, il y a une inquiétude profonde à ce niveau-là, effectivement. Angoisse identitaire. Est-ce que vous pouvez répondre sur ce point, Jean-Claude Beaujour? Et ensuite, on passe à l'Ukraine. Je voudrais qu'on ait votre appréciation là-dessus. Juste une précision, puisque l'un des intervenants, l'un de mes contradicteurs disait que mon explication était un peu courte. Je répondais à la question sur les raisons profondes, en tout cas évidentes, qui ont conduit au vote de tel ou tel groupe. Et précisément au départ, je disais qu'on se pose la question, quel message a voulu envoyer massivement la population américaine, le peuple américain? Et j'en venais à dire, oui, il y avait deux visions qui s'exprimaient, et Donald Trump, pour le coup, il représentait aux yeux des Américains le fameux rêve américain en matière économique, mais aussi sur le plan de l'Amérique forte, l'Amérique puissante, l'Amérique qui existe, la peur de se voir déclassée, la peur aussi de voir l'Amérique perdre son leadership face à la Chine et à d'autres pays. C'est aussi cela, et effectivement, nous avons eu cette expression qui est assez significative dans les populations diverses et variées, puisque les femmes elles-mêmes ont moins voté, même si elles ont voté en majorité pour Kamala Harris, mais elles ont moins voté pour elle que lors de scrutins précédents, parce que précisément le programme de Mme Harris ne correspondait pas à ce qui est pour l'Américain aujourd'hui, ce qui représente leurs préoccupations réelles. Oui, la question migratoire est au centre du jeu, l'a été non seulement dans les États frontaliers, mais elle est aussi dans le reste de l'Amérique. Et donc le MAGA, le fameux MAGA, Make America Great Again, a fonctionné en tout cas auprès de cette Amérique-là qui voulait entendre ce discours-là. Jérôme Cordelier, et ensuite on fait une incursion sur le dossier ukrainien et on parlera de Notre-Dame de Paris après. Oui, je pense que c'est un peu tôt quand même de tirer toutes ces conséquences. C'est-à-dire qu'il y a sur l'ancrage identitaire, évidemment, on voit bien, c'est devenu une banalité de dire ça, le repli sur chacun, sur ses frontières, etc. Mais il y a eu quand même une gigantesque opération marketing effectuée par Donald Trump sur ces choses qui sont dans les esprits. En plus, en faisant oublier ce qu'il est réellement. Mais ça n'aurait pas dû fonctionner, Jérôme. Ça n'aurait pas dû fonctionner vu tout ce qui a été fait pour l'empêcher de se présenter, par exemple. Il y a quand même un facteur qui est important aussi, c'est le facteur notoriété. Jean-Claude Beaujour l'a évoqué. C'est-à-dire que Kamala Harris partait avec un handicap très fort par rapport à Donald Trump sur ce facteur personnel, ce facteur notoriété. Ensuite, il faut voir quand même qu'il faut quand même décortiquer cette espèce de hold-up qui est fait sur le peuple par quelqu'un qui est aux antipodes de tout ce que représentent ses électeurs supposés. C'est-à-dire que c'est quand même... Attendez, je termine juste, pardon. C'est quand même quelqu'un qui appartient à l'élite, était une incarnation d'une certaine élite de Washington. Ensuite, c'est quelqu'un qui est une vie complètement aux antipodes, par exemple, des chrétiens qui vont voter pour lui. Il faut quand même le dire avec force. C'est une opération de réagir. Je comprends le mot, évidemment. En tant que journaliste, on aime bien des formules comme ça, mais clairement, le peuple a parlé. Si Trump avait été élu avec 51,3%, on pourrait dire oui, là c'était ric-rac, il y a eu un hold-up, les gens se sont trompés. Bon. Mais là, c'est quand même un vote massif, vote populaire. Voilà, il y a 5-6 millions un grand chelem, de voix d'écart. Jean-Claude Beaujour l'a rappelé d'ailleurs. Le Congrès, le Sénat, la Chambre des représentants, absolu. Et même dans les référendums locaux, il y a beaucoup d'indications très intéressantes qui commencent à sortir. Je crois que par exemple, que l'avortement n'a pas mobilisé les foules. Enfin, la défense du droit à l'avortement n'a pas mobilisé les foules. Il y a des résultats selon les États assez contradictoires. Et ça n'est pas ça qui a motivé les gens dans l'élection. Encore une fois, je pense sincèrement qu'il y a eu un rejet
la culture élitiste représentée par Kamala Harris et les concerts... par Donald Trump. Oui, Et mais il n'est pas Non, mais perçu c'est comme important, ça. Ce qui compte, c'est la perception. Sur le mot hold-up, Oui. je suis d'accord avec vous. Je ne remets pas en cause la légitimité. Voilà. En plus, c'est tout à fait lisible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je parlais juste du côté marketing. C'est un pro du marketing et donc du marketing populiste. Oui, mais donc ça, c'est là où je parle, c'est d'un hold-up marketing. Ouais. Ça va au-delà aussi, mais il ne faut pas non plus surexagérer, je pense, la dimension politique pure. Alors, il y a un message, messieurs, je vous arrête, il y a un message, Pierre Les Dubois, auditeurs réagissent en nombre à ce que vous dites sur mérite d'être direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent pour la planète, le mur climatique. Donald Trump est un grossier personnage, nous dit Joseph. Marie-Laure, elle, nous dit il va pouvoir s'appuyer sur le monde d'avant pour aller vers l'avenir et remettre en place des lois pro-vie, je cite cette auditrice, et l'arrêt des guerres pour le bien commun et la gloire de Dieu, s'enthousiasme-t-elle visiblement dans son mail. Peut-être l'arrêt des guerres, parlons l'arrêt des guerres, justement, avec l'Ukraine, puisque le temps passe et je voulais qu'on aborde cette question-là. Sur le dossier ukrainien, ce qu'il est en mesure de faire, que peut-il imposer aux belligérants actuels en Ukraine? Frédéric Ponce, Ilias Zouari, Jérôme Cordelier et Jean-Claude Beaujour. Assez rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Très vite, il a annoncé beaucoup de choses, mais ce sont des propos de campagne. On sait qu'il est plutôt isolationniste et qu'il n'aime pas les guerres. Ça, c'est une chose. Après, il y a le fardeau que représente la guerre dans laquelle les Américains sont engagés. C'est la guerre de l'Ukraine contre la Russie ou de la Russie contre l'Ukraine. Les Américains en sont à pratiquement 90 milliards de dollars de dépenses depuis 2022 au chevet de l'Ukraine. C'est beaucoup pour un président qui veut rétablir le pouvoir d'achat dans son pays et qui veut consacrer des sommes importantes à la lutte contre l'immigration. Tous ces milliards donnés à l'Ukraine, qui est un des pays les plus corrompus de la planète, et tout le monde le sait, tous ces milliards vont être récupérés. Ça veut dire que Trump, n'aimant pas les guerres et voulant faire des économies, va certainement pousser Zelensky à accepter un cessez-le-feu. Et dans un second temps, il y aura une négociation qui va s'engager. C'est vrai que ça fait le jeu de Poutine, mais ça épargnera des vies ukrainiennes très certainement. Et le contribuable américain y trouvera son compte au final. Ilias Zouari. Effectivement, Donald Trump est un pragmatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense qu'assez rapidement, il essaiera de mettre un terme au soutien massif des États-Unis à l'Ukraine, en arrêtant cette guerre par là même. Assez rapidement, il devrait de facto reconnaître les gains territoriaux de la Russie d'une manière ou d'une autre, en tout cas dans une large mesure. Voilà. Et reconnaître les gains territoriaux, ça veut dire une ligne de non-belligérance, ça veut dire que la Russie absorbe les oblasts de l'Est. Éventuellement, il faudrait voir dans les détails comment, mais je pense que en grande partie, il reconnaîtra les gains territoriaux de la Russie. Voilà, d'une manière ou d'une autre, ça reste à définir. Et voilà, donc pour le Proche-Orient, je pense en tout cas qu'il essaiera d'accélérer la fin de la guerre. Et pour l'Ukraine aussi. Pour l'Ukraine, voilà. Alors, un autre conflit également dont on ne parle jamais, c'est la question du Congo et du Rwanda. Il faut savoir que le Rwanda agresse le Congo. Et là, ce sont les Américains qui sont dans le rôle du méchant, et même archi-méchant. À tel point d'ailleurs que le Rwanda, aujourd'hui, près de 50% de ses exportations viennent du pillage des ressources du Congo, ce qui est un cas unique au monde et peut-être même dans l'histoire de l'humanité. Et c'est avec le soutien des Américains. Est-ce que sa politique changera en la matière? Je ne suis pas certain. Ça reste on verra. Voilà, ça fait partie des guerres non médiatisées. Voilà, puisque la RDC est le plus grand pays francophone du monde et c'est un des plus grands pays catholiques du monde. Et pour la question migratoire, très rapidement, sa politique de fermeture, de quasi-fermeture des frontières entraînera une pression migratoire accrue sur l'Europe, même si la plupart de ceux qui vont aux États-Unis sont d'Amérique latine, mais ça augmentera un petit peu la pression sur l'Europe. Ça augmentera aussi la pression migratoire sur le Canada, qui est devenu depuis quelques années une terre d'asile pour les émigrants se trouvant aux États-Unis qui n'arrivent pas à régulariser leur situation. Ça avait commencé sous la première mandature de Trump. Ça va s'accélérer encore, je pense, actuellement. Et aussi, augmentera la pression migratoire sur la Guyane, je pense aussi, notamment sur les quelques dizaines de milliers d'Africains de l'Ouest qui, depuis 3-4 ans, c'est très nouveau, commencent à emprunter la route de l'Amérique latine pour se rendre aux États-Unis, via la frontière mexicaine, et qui seraient peut-être tentés de passer plutôt par la Guyane, comme le font déjà certains réfugiés du Moyen-Orient depuis quelques années. Jean-Claude Beaujour, sur la question ukrainienne.
Je suis complètement d'accord sur le fait que Donald Trump déteste Zelensky et il faut en tenir compte parce que l'homme en tant que tel a cette dimension personnelle et probablement psychologique qui fait que ça aura son importance. Il a toujours été extrêmement dur avec Zelensky. Il est évident qu'il est beaucoup plus proche de Poutine et qu'il va se rapprocher de Poutine. Pour autant, je voudrais juste signaler, vous disiez les 90 milliards de dollars donnés au titre de la guerre, mais ce sont pour une grosse partie de l'argent qui va à l'industrie de l'armement américain et donc qui nourrit indirectement une activité économique des États-Unis. Donc ça n'est pas simplement un chèque de 90 milliards de dollars qui part à l'Ukraine, mais c'est de l'investissement. En tout cas, c'est une contribution américano-américaine dans cette affaire. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il aura à prendre en considération parce qu'effectivement, c'est un homme extrêmement pragmatique et il y a cette industrie américaine qui va se rappeler à son bon souvenir en lui disant, Monsieur le Président, nous, voilà, il y a tant d'emplois en jeu, il y a telle activité, voici le poids que ça représente et donc on verra. En revanche, je pense que nous, Européens, nous aurons à nous interroger parce qu'il a très clairement en tête le fait que les Européens doivent prendre en main leur défense, en tout cas sur le plan financier, même s'il entendra bien avoir son mot à dire. Et c'est là où nous avons un facteur d'évolution qu'il va falloir prendre très rapidement en considération. Il ne nous aura pas échappé que les Allemands ont d'ores et déjà considèrent qu'ils doivent revoir leur position et leur défense en remettant le service, une forme de service militaire en place. Donc voilà, je pense qu'il faudra encore attendre quelques semaines, mais c'est ce qui se dessine. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour, vice-président de France-Amérique, président de Forum Transatlantique, avocat d'affaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Washington où il est quasiment 4 heures du matin, d'avoir participé à ce grand débat du jour. Et je vous dis à bientôt Frédéric Pons sur ce point avant de passer à Notre-Dame de Paris. Donald Trump est en train, ou va, on ne sait pas encore, mais va opérer un double transfert financier, sécuritaire, sur le dos de l'Europe. Et ça va nous coûter très cher. Et on n'en connaît pas encore tous les détails. Premier transfert, il a annoncé qu'il voulait que l'Europe partage mieux le fardeau des dépenses de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN. Et donc, il a annoncé aussi qu'il allait, si ça n'était pas fait, qu'il allait sans doute se désengager un peu de l'OTAN pour que les Européens paient davantage. Et donc montent à 3% du PIB consacré à la défense. Donc ça veut dire que les budgets militaires des pays d'Europe vont devoir augmenter, des pays membres de l'Alliance. C'est plutôt bon pour les armées françaises. Alors c'est plutôt bon, sauf que ça va coûter très cher dans un contexte budgétaire très difficile. Mais il y a une contrepartie ou un atout chez les Américains, c'est que si les pays en question ne financent pas comme il le faut, eh bien Trump a dit aussi dans un de ses discours qu'il pourrait s'arranger à condition qu'ils achètent 100% de matériel américain. Ça a déjà commencé avec la Pologne, l'Allemagne, les pays baltes, les pays nordiques. Et donc ça veut dire que sur ce plan-là, l'Amérique va resserrer sa poigne sur les dépenses militaires des Européens. Et le deuxième transfert que je voulais préciser, c'est l'Ukraine. Et là, ça va être majeur, parce que les Américains vont se désengager de l'Ukraine. Que fera l'Europe ? L'Europe va-t-elle continuer à financer les livraisons d'armement? En a-t-elle les moyens? Ça n'est pas sûr. Et qui va s'occuper de la reconstruction de l'Ukraine, estimée à 700 milliards de dollars? Est-ce que c'est l'Europe si les Américains se désengagent? La question est posée. Beaucoup de questions qu'on abordera évidemment dans le débat du jour. Nous sommes toujours avec Frédéric Pons, Jérôme Cordelier, Ilyes Zouari. D'une reconstruction à l'autre, le mot a été prononcé, même s'il ne s'agit pas d'une reconstruction à proprement parler pour Notre-Dame de Paris. C'est dans un mois que rouvre la cathédrale. La cathédrale donc restaurée, c'est le mot qui convient, la restauration. Le pouvoir des cathédrales, elles exercent un pouvoir sur nous, sur notre imaginaire, sur bien sûr la manière dont on envisage la vie, parce que cette architecture est porteuse de quantité d'aspects, de symboles, de poésie aussi. La littérature s'en est également abondamment emparée, sans évidemment parler de la foi dont elle est l'étendard, cette cathédrale qui donc trône au milieu de
Paris, avec Sylvain Tesson, Kamel Daoud, Jean-François Colossimo, Mathieu Lours, Sébastien Lapac. Ce sont quelques-unes des signatures que réunit le magazine Le Point dans un numéro qui sort aujourd'hui, dont nous en parlons en exclusivité, non pas en exclusivité. Ah si, en exclusivité, c'est vrai, tout à fait. ça s'appelle bien Le sûr. pouvoir des C'est pour cathédrales. vous. Voilà, c'est un hors-série de 100 pages. Donc, Compte à rebours dans un voilà, mois. vous avez vu les contributeurs prestigieux, hein, notamment nous avons donc un texte inédit de Kamel Daoud, le nouveau Goncourt, qui est chroniqueur au Point, et donc sur la cathédrale d'Oran, un texte un peu désenchanté sur la place de la religion chrétienne en Algérie, et aussi un texte de Sébastien Lapac, prix Renaudot, sur la cathédrale de Brasilia. Parce qu'en fait, on a voulu étudier les cathédrales dans le monde, et pas seulement les cathédrales... Oui, c'est au pluriel, hein, voilà. le pouvoir des cathédrales. Le pouvoir des cathédrales, et pas seulement les cathédrales catholiques, hein, évidemment, qui sont très importantes, mais aussi les cathédrales de manière beaucoup plus globale, et donc les cathédrales orthodoxes. Un très bon texte aussi de Jean-François Colossimo sur comment Vladimir Poutine utilise l'arme des cathédrales pour essayer au service de son impérialisme politique, géopolitique. Mais y aurait-il une diplomatie des cathédrales? Ça pourrait tout à fait. peut-être compter. Vous allez le voir dans un mois, et puis on le voit bien entre le conflit un peu sourd, mais qui apparaît de plus en plus sur la place publique, entre l'Élysée et l'archevêché de Paris, hein, pour dire, puisque Emmanuel Macron, qui en ce moment a plus de temps libre, hein, si on peut dire, va essayer de récupérer d'une certaine manière la réouverture de Notre-Dame de Paris. Savez-vous, Jérôme, ce qu'il dira le 7 novembre? Puisqu'il doit parler à l'intérieur. J'allais dire, je ne sais même pas s'il le sait lui-même déjà, mais en tout cas, non, mais c'est vrai qu'il a été très impliqué dans ce chantier, que c'est quelque chose qui est important pour lui, mais surtout, c'est que Notre-Dame de Paris est un repère mondial. Et d'ailleurs, on l'a vu, on parlait de Trump dans la première partie de l'émission. Trump a été un des premiers dirigeants, et c'est là où il est très fort en marketing et en récupération, si on peut dire. Il a été un des premiers dirigeants à tweeter, puisque c'est un as du tweet, sur Notre-Dame de Paris. Donc, de tout temps, si vous voulez, les cathédrales ont exercé une fascination sur les puissants. Et bien sûr, bien entendu, pourquoi? Parce que les cathédrales, c'est la puissance éternelle contre un pouvoir politique et spirituel aussi de plus en plus fugace. C'est-à-dire que les puissants qui ont le pouvoir qui leur file entre les doigts, les prélats, les souverains, y compris les révolutionnaires, les présidents de la République, essayent de récupérer dans ces vieilles pierres éternelles un morceau justement d'éternité. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on dit, par exemple, notamment dans une Europe de plus en plus déchristianisée, on voit l'arrogance de l'homme-dieu qui croit qu'il est tout-puissant et qui peut tout gérer lui-même, c'est-à-dire cet oubli de la transcendance. Eh bien, les gens vont en masse dans les cathédrales. On le voit bien. Et c'est pas uniquement, il y a des pèlerins évidemment, mais il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de gens qui vont dans des cathédrales, qui deviennent des lieux culturels, des lieux de beauté et qui sont accessibles, on l'espère, malgré les interventions récentes de Rachida Dati, qui sont des lieux d'accession à la beauté et à la culture de manière gratuite. Sur la question, oui, voilà, de savoir si l'entrée sera un jour payante. Ilyes Zouari, à un mois, je le disais à l'instant, dans le compte à rebours, on y sera bien sûr autant que possible, hein, puisqu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur la manière dont la chose va s'organiser. Et quand je vous posais la question de savoir si Emmanuel Macron parlerait, de quoi parlerait-il, eh bien, on ne le sait pas. On ne sait pas s'il va parler à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, parce que vous savez qu'il avait parlé l'archevêque. À l'intérieur. Voilà, normalement, c'est à l'intérieur. Oui, enfin, l'archevêque n'a pas l'air d'accord là-dessus. Hein. Au Collège des Bernardins, on sait que ça avait marqué les esprits. Hein. C'était un discours qui avait beaucoup retenu l'attention. Ilyes Zouari, comment appréhendez-vous cet événement? En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Hein. C'est un repère mondial, comme vous l'avez à juste titre rappelé. D'ailleurs, j'avais lu récemment que le coût de la reconstruction est estimé à environ 850 millions d'euros qui auraient été dépensés ces 5 dernières années. 840, voilà. Ce qui correspond à peu près, si ma mémoire est bonne, à la somme des dons qui avaient été reçus par la France dans les 10 jours qui avaient suivi l'incendie du monde entier. Et il reste des 120 États-Unis millions. à la Russie. Il reste 120 millions. Voilà, donc preuve que c'est un repère mondial, mondialement connu, mondialement apprécié. Alors, faut-il en profiter justement pour faire payer l'accès, comme le proposent pas mal de personnes, d'ailleurs pas seulement Rachida Dati, Stéphane Bern et tant d'autres. Je pense qu'on peut peut-être en débattre, en tout cas pour les visiteurs, pas pour les On en a fidèles, débattu et on renouvellera la question, le voilà. sujet. Merci beaucoup à tous les trois. Beaucoup, Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au magazine Le Point. On cite donc Le pouvoir des cathédrales, ce hors-série aujourd'hui en kiosque. Frédéric Ponce, grand reporter spécialiste des questions militaires. Ilyes Zouari, président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone.